Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, pour faire le débrief de la 61e journée de course. Il s'en est passé des choses, notamment du côté de la tête de course. Il se peut qu'il y a un des deux concurrents de devant qui ait eu un petit problème technique. On parlera également des bateaux à dérive droite qui sont allés très vite malgré la tempête. Et puis, et qui reviennent sur certains concurrents devant eux. Et puis on parlera toujours de cette bagarre pour la 4e place. En fait, maintenant, il y a vraiment deux bagarres, qui vont être intenses. Il y a une bagarre pour la 18e place à peu près, et il y a une bagarre pour la 4e place. Et il y a aussi le peloton autour du top 15. Donc il y a des gros combats. Et qui pourraient en plus se réunir. La bagarre du top 18 versus la bagarre du top 14. Donc ça va être très intéressant à suivre ces différentes bagarres pour ces 20-25 derniers jours de course pour eux. Puis même la bagarre entre Manuel Cousin et Fabrice Amédéo derrière est aussi intéressante à suivre. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déplu. Ce soir, biathlon. C'est pas mal passé pour les Français aujourd'hui sur le sprint homme. Le cyclisme, bon, pour l'instant, est un petit peu en pause. Ça reprendra quand même les présentations de début de saison. Et puis le Dakar, de nouveau demain, parce que aujourd'hui, c'était journée de repos. Même si je pense que Benjamin Bello va faire une vidéo comme Charlie Herbst également, je pense. Il y aura une petite vidéo sur cette journée de repos. Bon, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font, et je remercie également les gens qui s'abonnent et qui rajoutent la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec la journée. Au niveau de la météo, on en est où en ce moment du côté des concurrents de tête? Eh bien, ils ont passé la dorsale. Alors, je vous rappelle qu'il y avait une dorsale à passer qui était ici, vous voyez, qui est pas très compliqué à passer même pour Sébastien Simon, ce qui fait qu'il a gardé un bon petit tempo, mais eux, ils avaient une dorsale. Charlie Dalin, pardon. Charlie Simon, c'est de mieux en mieux. Charlie Dalin a un peu buté dedans, c'est-à-dire qu'il est arrivé presque trop tôt. Et le chemin s'est ouvert un petit peu après, donc ce qui a permis à Johan Richomme de revenir un peu. Vous allez voir que dans les prochains jours, la situation va être vraiment bonne parce qu'il y a un gros front qui avance, vous voyez, en rouge, et que eux, donc, ça va un peu les propulser dans le golfe de Gascogne. Ça va les propulser jusqu'au Cap Finistère, hein, grosso modo, quand on regarde un petit peu la suite. Désormais, ce qui va être compliqué à gérer pour eux, c'est toujours cette fin de course, hein. Donc là maintenant on a une situation qui s'établit pas mal dans 82 jours, vous voyez, donc avec cette navigation qui sera du vent au près, hein. Là maintenant on a confirmation, on ne sera pas poussé par une dépression, ça sera du vent au près, donc il faudra gérer avec du vent à 15 nœuds. Donc ça va se finir au près, voilà, cette affaire-là. Si on décale un petit peu, la météo devrait pas être mauvaise. Mais encore une fois, il reste 4 jours de course, normalement. Donc là, on a la météo pour gérer l'avant-dernière matinée. Voilà, on devrait être à une dizaine d'heures, une douzaine d'heures de l'arrivée. Là, vous pouvez voir qu'à peu près, il y aura 12 nœuds, 13 nœuds de vent. Mais encore une fois, de navigation au près du côté des concurrents de tête, parce que 85 jours, ça fait 3 jours et demi. Voilà, hein, pour à peu près, c'est 96 heures, 4 jours. On poursuit avec la météo du reste donc, de la flotte. Sébastien Simon, donc, comme je disais, lui, il a eu l'avantage. La dorsale a été, il a pu passer une dorsale plutôt tranquillement, lui. C'était pas vraiment une dorsale, lui, c'était du vent qui était un petit peu plus faible parce qu'il est un peu plus décalé à l'ouest. Par contre, Sébastien Simon, il y a une réflexion. Les Madères, les Açores, c'est côté ouest ou côté est? Voilà, c'est maintenant la réflexion qu'il doit faire. Donc, est-ce qu'il va passer à l'ouest ou à l'est? Ça dépendra des conditions de vent, ça dépendra également de ce qu'il veut prendre par risque. Moi, je pense qu'il passera plutôt à l'est. Parce qu'il n'a pas grand chose à gagner, il n'a pas grand chose à perdre non plus, hein. Encore une fois, il a une marge, il a quasiment maintenant 2000 milles d'avance, hein, sur Sam Guchai, donc autant vous dire qu'il n'a pas vraiment de problème de ce côté-là, et je pense qu'il peut tenter le coup par l'est,
même s'il y a un peu de moins de vent, même s'il tombe un petit peu dans de la molle, il va pas casser du matériel, alors que par l'ouest, s'il se retrouve dans un front, voilà, s'il se retrouve dans un front où il y a 40 nœuds en pointe, ça peut être un peu plus compliqué à gérer. Derrière, eh bien, ça se poursuit avec les concurrents de tête. Alors, je dirais qu'il y a un peloton qui s'est redégagé. Hein, c'est un peu plus compliqué pour Kremer, Davis et Dutreux. Et ça a bien accéléré à la fois pour Paul Meillat et pour Nicolas Lundven, donc qui recolle en fait au groupe de devant. Que dire dans les heures à venir? Eux, c'est Alizé d'Atlantique Sud, mais qui reste encore pas foufou, ces Alizés d'Atlantique Sud. Hein. Donc ça va être encore pénible d'avancer. Vous voyez qu'il va falloir en plus se rapprocher quand même pas mal des côtes pour avoir le vent techniquement le plus fort. Donc ça va rester pénible, difficile, voilà, pour les concurrents de tête. Et puis pour le groupe derrière, bah, ça va être encore plus compliqué parce que vous voyez que là le vent est assez faible pour Kremer, Davis et Dutreux. Autant ils vont à un moment avoir du vent rapide, autant, enfin du vent qui va pas être mauvais, hein, 16-20 nœuds en navigation auprès, c'est vraiment bien. Autant après, ça va être beaucoup plus disparate. Ça va voilà, être aux alentours de 10 nœuds, 10-12 nœuds. Donc plus compliqué pour faire avancer le bateau. Mais c'est vrai que ce passage d'équateur aura été extrêmement long. Hein. Ça sera intéressant de savoir leur temps entre le Cap Horn et l'équateur. Je pense qu'ils sont très très loin d'avoir battu des records. Parce que grosso modo, quand ils seront à l'équateur, les autres seront quasiment au Cap Finistère. Donc voilà, c'est pour vous dire que les écarts se sont énormément agrandis. Ils vont finir la course avec 3000 milles de retard, hein, facilement du côté de ce groupe-là, sans pourtant avoir pris peu de risques. Hein. Ils ont attaqué, mais ça n'a pas suffi. Ça reste compliqué pour le groupe Le Cam, qui en plus voit son avance se réduire par rapport au groupe Benjamin Ferré. Ça va encore être difficile là, pendant la nuit, hein, ça va pas beaucoup avancer et en fait ils vont être poussés par une dépression qui sera déjà passée en premier sur Isabelle Joschke notamment et Giancarlo Pedote, qui devrait leur permettre de réaccélérer. Voilà, et puis ensuite il y aura un petit couloir devant qui s'est un petit peu agrandi même par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a quelques jours, donc qui devrait leur permettre d'avancer vers le Brésil, donc en tirant à bord de cette manière-là, hop, 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 avec du vent à 13-14 nœuds. Donc demain, ça va rester encore calme jusqu'à 15h, heure française, où là, ils vont commencer à pouvoir réaccélérer fortement. Donc ça va être pas mal pour eux, et c'est ce qu'on suivra. Et puis derrière, bah, le groupe Benjamin Ferré, qui a eu un début de remontée d'Atlantique Sud extrêmement rapide. Ça va encore se poursuivre pendant quelques heures, et puis bah, eux aussi vont être rattrapés par en fait, le front et le centre du front qui est beaucoup moins dense en termes de vent, donc ça va être intéressant pour eux avec bah, cette zone d'anticyclone hein, qui va leur permettre eh bien, peut-être de souffler un petit peu, de voir les problèmes des bateaux, mais qui va un petit peu les ralentir. Voilà. Ensuite il y aura de nouveau du vent pour les faire réaccélérer un petit peu, mais ça sera plutôt de la navigation auprès désormais pour eux. Et puis ça va être du vent assez fort, là aussi pour Violette d'Orange dans les heures à venir, le groupe Violette d'Orange, là qui vont retrouver du vent assez fort, navigation auprès, donc voilà, ça va être intéressant de voir comment ils vont se débrouiller dans ces conditions-là, avec un petit peu de mer, ouais, il y aura 2,80 m, entre 2,50 m et 3 m de mer. Ça reste pas non plus impraticable, mais si la mer est courte, ça peut être un petit peu gênant pour avancer dans ce groupe-là. Et puis pour le groupe Oliver Air, bah, vous voyez que dans les prochaines heures, ça va continuer à avancer pas mal au niveau du vent. En fait, il ne faut pas avancer trop vite parce que sinon tu butes dans la zone de molle. Et donc il faut continuer à essayer de faire progresser son bateau. Par contre, on ne peut pas trop le voir, mais il y a beaucoup de nuages. On le verra peut-être comme ça. Non, on ne le voit même pas énormément, mais c'est ce que disait Oliver Air, c'est qu'il y a beaucoup de nuages, beaucoup de grains. On a l'impression en fait d'être quasiment au poteau noir. C'est ce qu'avait eu également le groupe des bateaux à dérive droite. Donc le groupe Benjamin Ferré, on va dire, et Tanguy Le Turquet, qui avait aussi des conditions avec pas mal de grains et pas mal d'instabilité au niveau du vent. Clarisse Kremer aussi. Donc ça va pas être forcément
évident pour eux pour sortir de cette zone. Et puis derrière, il y aura encore un petit peu de vent mou pour Manuel Cousin, ce qui devrait permettre à Dennis Van Winberg de récupérer un petit peu le retard qu'il a pris aujourd'hui en réaccélérant de son côté. Mais on voit que dans les heures à venir, ensuite, il y aura de nouveau une zone de molle pour Dennis Van Winberg. Mais ils ont quand même des conditions qui sont moins compliquées que les conditions qu'ont eu Oliver Air. C'est des conditions, je dirais, plutôt bonnes dans ce Pacifique pour ces trois concurrents là. Bon, on commence avec les problèmes techniques. On revient à la météo des dernières heures. Et on commence avec Johan Richomme. Gros problème ce matin pour Johan Richomme. Perte d'une voile d'avant, en fait perte de son J0 du côté de Johan Richomme. Alors, on disait l'avantage c'est que normalement c'est une voile qui ne va plus vraiment utiliser dans les prochaines journées. Tout simplement le hook, vous savez ce crochet qui permet de maintenir le J0, eh bien c'est cassé. Donc la voile est tombée, elle est tombée à l'eau. Pas de chance pour Johan Richomme, c'est qu'elle s'est découpée sur le foil. Ça n'a pas endommagé le foil. Il semblerait que ça n'ait pas endommagé le foil, mais la voile s'est déchirée au contact du foil. Je rappelle, le foil c'est du carbone, donc c'est pas le truc le moins tranchant au monde. Et ensuite, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Ça lui a fait perdre 2 heures, enfin 2 heures où il était vraiment à l'arrêt, Johan Richomme. Donc c'est dommage parce qu'il était plutôt en train de commencer à essayer de revenir sur Charlie Dalin. Il était revenu aux alentours de 170 000. Et puis avec ce problème-là, Charlie Dalin a repris un petit peu d'avance. Donc on est de nouveau à 190 000 d'écart entre les deux. Donc voilà, Johan Richomme, hook de J0. Donc cette voile d'avant est perdue. Il l'a ramené dans le bateau. Donc il n'y a pas un morceau de voile qui est resté dans l'eau. Mais forcément, c'est une perte pour lui. Deuxième concurrent qui a eu un problème de voile d'avant, Boris Herrmann aujourd'hui, du côté de Boris Herrmann, et bien là aussi, perte d'une voile, perte du J2. En fait, il a cassé le hook du J2 du côté de Boris Herrmann, et en plus, il dit que c'est le seul à avoir ce système-là pour cette voile. Il a un système que n'ont pas les autres concurrents, donc il a dit qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même du côté de cette casse. Et le problème c'est que la voile a un peu subi dans l'affaire. Je rappelle qu'on est sur un J2, donc on est sur la voile la plus importante peut-être du bateau, cette voile de J2, parce que je rappelle encore une fois que la voile de J2 elle permet de maintenir le mât en place notamment, donc ce qui fait que la structure de mât a été fragilisée. Dans l'affaire, il faut monter au mât du côté de Boris Herrmann qui semblerait fait déjà une grande partie des réparations, mais forcément là aussi perte de temps alors qu'il était dans cette bagarre pour la 4e place, et forcément aussi une voile qui n'est plus utilisable, et là c'est une voile un petit peu plus importante, le J2, puis il faudra voir également s'il n'y a pas des problèmes au niveau du mât. Il va devoir remonter au mât normalement Boris Herrmann pour finaliser ses réparations. Troisième concurrent qui a perdu une voile, désormais sur le petit Genaker, le spécialiste un petit peu de la casse de voile, on pourrait dire Tanguy Le Turquet qui a cassé son petit Genaker. Alors on rappelle, ce groupe-là a subi une grosse tempête hier, quand on parlait de ça hier midi, du côté de ce groupe, et Tanguy Le Turquet a été dans du vent fort. Et ça a été un gros problème technique pour Tanguy Le Turquet qui a cassé son Genaker. En plus, il n'avait pas dormi depuis longtemps. Lui dit depuis 60 heures. Donc 60 heures, ça fait 2 jours et demi, pour s'imaginer un petit peu en temps, qu'il n'avait pas dormi véritablement. Donc il voulait se reposer, il venait de s'installer dans sa banette. Et là, pam, padaboum, problème avec son Gena qui s'est ouvert en plein milieu. Donc le petit Genaker est désormais inutilisable. Il disait heureusement pour lui, il y a quand même 2 bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, c'est qu'il a tout ramassé, il n'y a rien qui est tombé dans l'eau non plus. Deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est une voile qui sera quand même récupérable à terre. Donc c'est voilà, il faut juste être à terre pour pouvoir la réparer à l'eau. Sur l'eau, c'est pas possible. L'avantage aussi, c'est que c'est une voile où il disait qu'il en aurait peu besoin, sauf dans la dernière semaine de compétition, dans cette remontée de l'Atlantique Nord, où là il pourrait être un petit peu handicapé Tanguy Le Turquet, et ça pourrait être un souci parce que ça va certainement se finir au Money Time, cette bagarre là, pour peut-être le top 20, parce qu'on revient aussi sur Isabelle Joschke et Giancarlo Pedote, donc
C'est une bagarre pour entrer dans le top 20 et un top 20 sur le Vendée Globe en 2024 et en 2025. Eh bien, on ne crache pas dessus, absolument pas. Donc voilà, Tanguy Le Turquet, petit Génaqueur qui a cassé du côté du concurrent français. Peut-être aussi que ce manque de sommeil a provoqué une erreur chez Tanguy Le Turquet qui a provoqué ce problème. On poursuit, tiens, dans ce petit groupe-là avec Sébastien Marcet sur Foussier. Sébastien Marcet, lui, il a eu un problème de pilote automatique du côté de Sébastien Marcet. En fait, son axe de vérin a cassé. Donc l'axe de vérin a cassé et la pièce, en fait, il y a une attache qui relie ce vérin au système de barre qui a également cassé. Le problème, c'est pas d'avoir on va dire un souci au niveau de son pilote automatique. Il en a de secours. Tous les concurrents ont des pilotes automatiques de secours. C'est tellement primordial dans un bateau que c'est comme les désalinisateurs. Normalement, on en a en réserve. On a des pièces de réparation. Le problème, en fait, c'est pas le vérin. Il a un deuxième pilote automatique qui fonctionne, il semblerait, aussi bien que le premier. Le problème, c'est qu'il n'a plus d'attache. En fait, il a dû utiliser une nouvelle attache pour le relier à son système de barre. Et en cas de nouveaux problèmes avec son système de pilote automatique, eh bien, il n'aurait plus d'attache. Donc ça serait un petit peu plus problématique pour Sébastien Marcet qui devrait donc construire une pièce un petit peu de secours. Et sur un bateau, c'est rarement évident. Donc maintenant, il serre les fesses, Sébastien Marcet, avec tout ce système-là. Et puis, je termine, on poursuit avec Antoine Cornic et Oliver Air qui naviguent en ce moment dans des conditions difficiles et qui ont décidé donc de ralentir le rythme. Ce petit groupe-là également avec Jin Kunshu qui a décidé de ralentir le rythme parce que voilà, là il y avait encore pas mal de vent. C'est ce que disait Antoine Cornic, il y avait parfois 60 nœuds de vent. Donc là, l'objectif est plus forcément de faire un gros classement. Eux, l'objectif est de finir. Et forcément, pour finir, il faut éviter de prendre des gros risques. Et donc, ils ont décidé de lever le pied. Et Jin Kunshu qui parlait en interview, Jin Kunshu qui disait donc qu'il avait mal à cette épaule. Donc, c'est bien un problème d'usure. Il le disait. Il le savait avant le Vendée Globe. Donc, il savait que ça allait être compliqué pendant ce Vendée Globe avec cette épaule. Et il savait surtout qu'il n'y avait pas de moyen de réparer ça. Donc, il se fera opérer au retour du Vendée Globe. Mais là, en ce moment, il est sous antidouleur. J'espère qu'il en avait amené assez d'antidouleur parce que sinon, ça peut provoquer une dernière semaine de course ou 15 derniers jours nés de compétition qui peuvent être extrêmement compliqués. Et puis, Sébastien Simon. Sébastien Simon, lui, il a croisé la route des Sargasses. Sébastien Simon, le troisième de la course. Donc, vous savez, ces algues qui pourrissent un petit peu l'Atlantique, surtout au niveau de l'équateur. Il y a beaucoup de sargasses, notamment dans l'Atlantique Nord, à partir grosso modo de la Mauritanie, même un petit peu au-dessus de la Mauritanie. On va dire globalement, c'est un peu entre les Canaries et la Mauritanie, ça commence là, les sargasses, et vous en avez partout. Et en fait, le problème des sargasses, c'est que ce ne sont pas des très grosses algues, mais que c'est un peu des bancs de sargasses. Donc ça veut dire qu'une fois que vous rentrez dedans, vous pouvez être bien coincé et que ça se colle au niveau de la quille et des fois c'est difficile à désengager. Donc ça peut vraiment vous ralentir énormément ces sargasses. Donc c'est le problème qu'a rencontré Sébastien Simon. On passe tout de suite à la tête de course et au classement. Charlie Dalin, toujours 190 000 d'avance sur Johan Richomme. Donc ça se rapproche de plus en plus. Ça se rapproche de plus en plus de dire que Johan Richomme va avoir quand même du mal à revenir désormais, même si hier, voilà, vous voyez, il était revenu à 166 000, mais avec ses problèmes dans la nuit, eh bien, l'écart est remonté à 190 000. Alors, on nous disait peut-être encore une fois qu'il allait avoir match sur la fin de course, mais quand même, il a un petit pécule d'avance. Il faudrait bien que Johan Richomme réaccélère désormais, attaque un maximum. Et cravache si il veut aller gagner la victoire. Après, on peut comprendre aussi que du côté de Johan Richomme, on est en fin de course. Déjà, il y a la fatigue. Ça reste un concurrent qui n'a jamais fait le Vendée Globe.
Donc c'est un concurrent aussi qui aimerait bien finir un Vendée Globe et finir sur le podium d'un Vendée Globe, c'est déjà très bien de la part de Johan Richomme. Donc on peut comprendre que peut-être sur la fin on mette pas tout, on prenne pas tous les risques non plus pour aller chercher la victoire. Après, connaissant quand même Johan Richomme, encore une fois, je vous disais, c'est un peu un chacal 2.0. Johan Richomme, c'est un mec qui a remporté plusieurs reprises la solitaire du Figaro, qui était une course difficile. Je suis pas sûr qu'il se contente d'une deuxième place. Donc je pense qu'il va, même s'il veut garder son bateau en pleine sécurité, moi je pense qu'il va quand même continuer à attaquer. Mais tant qu'il y a, on va dire, 190 000, entre plus de 150 000 à partir de maintenant, ça reste compliqué parce qu'encore une fois, Charlie Dalin il est à moins de 1500 000 de l'arrivée. Donc en fait, là pour vous expliquer, c'est 150 000, c'est à peu près 10% de performance. Ça veut dire que là en ce moment, Johan Richomme, faut qu'il aille, j'irais en 12-13% plus vite que Charlie Dalin. Jusqu'à l'arrivée, hein, pour pouvoir revenir. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment cravacher désormais pour réussir à avoir ces 12-13% de performance en plus à chaque fois. Ça risque quand même d'être compliqué, hein, on va pas se leurrer non plus. Charlie Dalin, il a réussi à prendre l'avantage dans cette fin d'Atlantique Sud. Quand il a commencé à choper les alizés dans l'Atlantique Sud, où il les a chopés un petit peu avant Johan Richomme, mais comme disait Johan Richomme à ce moment-là, a peut-être manqué de lucidité. Donc ça a fait, on va dire, soit entre 60 et 80 000 à ce moment-là, au passage de l'équateur. Et ensuite, il a eu des situations un petit peu plus favorables à son bateau notamment, Charlie Dalin. Et puis jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de gros problèmes. Il a eu un problème de voile après la grosse tempête dans l'océan Indien, juste avant le Cap Lewin. Mais sinon, il n'a pas eu de gros problèmes. Voilà, on verra avec Johan Richomme. Après, Johan Richomme disait que cette voile-là, normalement, il n'en avait plus besoin. Donc, c'est pas un problème. Ce qui l'a gêné, en fait, Johan Richomme, c'est de perdre 2 heures. C'est pas de perdre une voile dans l'affaire. Sébastien Simon, toujours troisième. Toujours dans les allures des bateaux de tête, voire même un petit peu plus vite en ce moment. Sébastien Simon, encore une fois, la VMC, par contre, est moins bonne, hein, puisqu'il s'écarte de la route idéale. Alors là, il va revenir sur la route idéale. Encore une fois, pour moi, il va passer à l'est de toutes ces îles des Açores. Et là maintenant, l'objectif, il vient de finir hein, du côté de Sébastien Simon. Il a 1800 000 d'avance sur les concurrents de derrière, donc autant vous dire qu'il ne peut plus lui arriver grand chose, sauf un chavirage en fait, hein, grosso modo du côté de Sébastien Simon. Donc maintenant c'est éviter les zones compliquées et essayer d'arriver à bon port au Sable d'Olonne. Goodchild, Bayou, Paul Meillat, Boris Herman, ça reste un groupe extrêmement dense. Thomas Ruyant également à recoller. Vous voyez qu'entre donc Sam Goodchild et Thomas Ruyant, il y a moins de 1000 que Nicolas Lundven, lui, est à 150 000, un peu plus de 150 même pas 150 000. Qu'est-ce que je raconte? Nicolas Lundven, il est à 2719. Sam Goodchild, il est à 2633. Donc il est aussi à moins de 100 000 de retard. Et Justine Métro, elle, est à 100 000 de retard. Donc entre la 4e et la 10e place, il y a 100 000 d'écart. En sachant que dans ce petit groupe-là, hop là, on va regarder ce qu'a fait Paulo Meillat. Vous voyez, Paulo Meillat était parti sur la voie Est. Ça, c'était hier. À peu près, on en était. Il y avait donc un peu de retard pour Paul Meillat. À ce moment-là, sur Jérémy Bayou, il y avait 80 000, en gros. Et lui, il a été un peu moins à l'Est que Nicolas Lundven. Et ça a très bien marché en début de journée, où il a repris beaucoup de retard. Et il est repassé devant Boris Herman, qui devait réparer son problème de voile et monter au mât, donc a dû ralentir, mais là il va à très haute vitesse en ce moment, 10 nœuds de plus que Boris Herman. C'est quasiment les mêmes vitesses que Jérémy Bayou qui en ce moment va plutôt vite, ça va plus vite que Sam Goodchild, et ça va même plus vite que Nicolas Lundven qui pourtant avance pas mal. Il a fait quand même 332 000 dans la journée, c'est-à-dire 15 000 de plus que Nicolas Lundven, mais c'est surtout 100 000 de plus que Jérémy Bayou. C'est ça
qui est impressionnant du côté de Paul Meillat. Donc bravo Polo avec Biotherm et qui connaît extrêmement bien son bateau, qui a complètement confiance dans son bateau, donc ça lui permet d'attaquer énormément dans cet Atlantique Sud. Derrière on retrouve le groupe de 3 avec un Benjamin Dutreux qui a du mal quand même dans cette voie est. C'est pas la plus efficace du monde, même si en ce moment Samantha Davis et Clarisse Kremer sont ralentis, il a quand même du mal à avancer à haute vitesse. Vous voyez que là, même sur les 4 dernières heures, Clarisse Kremer et Samantha Davis vont plus vite que lui, donc c'est pas forcément intéressant cette voie-là. Alan Roura, lui, continue à avancer sur un gros tempo avec Jean Le Cam. Donc eux, ils essayent de partir vers l'est, voilà. Romain Athanasio aussi en passant, alors que Damien Seguin est peut-être plus sur une voie ouest, hein, quand on voit un petit peu sa trajectoire. Bon, on voit que c'est quand je disais hier que c'était un champ de mine, certains me demandaient pourquoi je disais que c'était un champ de mine. C'est un champ de mine parce que vous voyez, il n'y a pas d'ouverture. C'est ça qui fait que c'est un champ de mine. C'est-à-dire, vous voyez là, une mine là, une mine là, une mine là. En fait, les mines, c'est les anticyclones et il n'y a pas de passage quoi, entre les mines. Donc, c'est vraiment un champ de mine et c'est vraiment terrain minier quoi, en ce moment parce qu'il n'y a pas une ouverture du tout en ce moment pour avancer. Donc, c'est pas un champ de mine dans le sens, c'est une grosse tempête, il y a du vent de partout et à chaque fois qu'on va dans un endroit, on a l'impression de casser le bateau. Non, là, c'est un champ de mine. Plutôt dans une situation où il n'y a pas de vent et on ne sait pas où passer. Et là, j'aimerais pas être à la place des navigateurs en train de me creuser la tête, en train de me dire ah je passe par quel côté, je mets quelle voile. Là, ils ne doivent pas dormir. Hein. Faut quand même se dire que là, dans ces conditions-là, ça ne doit pas dormir beaucoup du côté des 4 de devant. Et au bout de 61 jours de course, pas dormir, ça commence à être très très fatigant et très pesant sur le Maral, donc là c'est très compliqué. Et puis derrière, Isabelle Dioschke et Giancarlo Pedote qui sont en train de se faire reprendre par Benjamin Ferré et tout le groupe de l'arrière, parce que regardez, Isabelle Dioschke 261 000, 320 000 pour Giancarlo Pedote, sauf que Benjamin Ferré a fait 313 000, donc plus que Isabelle Dioschke, et Tanguy Le Turquet lui a fait 363 000, donc c'est-à-dire qu'il a fait 50 000 de plus que Benjamin Ferré, et surtout 50 000 de plus également que Giancarlo Pedote. C'est-à-dire que désormais Tanguy Le Turquet, il est à 200 000 de Giancarlo Pedote. C'est rien, 200 000. Normalement, là, à partir de maintenant, il va avoir plus de difficultés, Tanguy Le Turquet, parce qu'il a techniquement un bateau qui était quand même fait pour les mers du Sud. Donc on va voir s'il va réussir à avancer à la même vitesse. Mais avec l'appât des positions, le fait de potentiellement rentrer dans un top 20, du côté de Tanguy Le Turquet, qui serait un très bon résultat vu le petit budget qu'a Lazare et vu le nombre de voiles qu'il a cassé pour le moment sur ce Vendée Globe, je ne pense pas qu'il lâche l'affaire du tout, Tanguy Le Turquet. Donc ça va être un gros combat. Et on sait que c'est un dur ovale parce que je rappelle, Tanguy Le Turquet, ce bateau-là, l'année dernière, route du Rhum, il explose une partie de la coque. Ils mettent 8 jours à réparer, ce qui n'est pas loin d'être un miracle. Il finit la route du Rhum in extremis avant la fermeture de la ligne d'arrivée. Et il repart 4 heures après pour retour à la base. Il a enchaîné, il a fait une double traversée en fait. Il a fait un aller-retour, ce que les autres n'ont pas fait. Et ça, c'est quand même très impressionnant. Ce qu'a réussi à faire Tanguy Le Turquet l'année dernière. Donc c'est un dur au mal. Sébastien Marcet, donc devancé désormais par Conrad Coleman qui va vite également, 353 000. Sébastien Marcet 331 000, mais avec des problèmes de barre. Et puis on retrouve ensuite Louis Duc et Guirec Soudé qui avancent. Guirec Soudé 356 000. Toujours fort dans les conditions de vent difficiles, dans les conditions extrêmes. Guirec Soudé, pendant tout ce Vendée Globe, il a quand même montré que c'était un sacré marin dans les conditions difficiles parce qu'il arrive toujours à passer et à garder de la vitesse. Parce que c'est bien de passer, mais si vous avancez plus qu'à 100 000, comme ce qu'a fait à certains moments Antoine Cornic, c'est pas l'idéal. Lui, il arrive à passer, à pas trop casser de matériel. Il en a cassé un petit peu, mais vu dans les coins où il est passé, il est toujours en course et à garder des grosses moyennes. Donc vraiment impressionnant du côté de Guirec Soudé avec Freelance. Et puis Kojiro qui commence à être un petit peu lâché par ce groupe-là. Kojiro qui a fait moins de 300 000. Derrière, le groupe de 3, Violette d'Orange, Éric Bellion et Arnaud Boissière. Violette d'Orange qui était hyper contente d'avoir passé le Cap Horn, même si elle n'a pas pu le voir parce qu'ils sont passés au large. Vous voyez, assez loin du petit caillou.
eh bien, elle était hyper contente de passer le Cap Horn. Je pense qu'elle devient une vraie marin de course au large, Violette d'Orange maintenant, avec Devenir. Et puis Eric Bellion, lui, il n'a pas célébré tout de suite, parce que il fallait qu'il fasse une manœuvre très vite après le Cap Horn, donc il a célébré ensuite, mais il était aussi très content. Il a salué notamment son équipe à terre, et puis Arnaud Boissière aussi, parce qu'il a dit que c'était vraiment très compliqué cette année d'arriver jusqu'au Cap Horn. C'est son 5e Cap Horn, Arnaud Boissière, sur le Vendée Globe, et il était vraiment heureux parce que celui-là, il a été difficile à aller chercher, et il était très content, voilà, avec la Micaline du côté d'Arnaud Boissière. Derrière, on retrouve Oliver Air, qui continue quand même son petit bonhomme de chemin avec Toute Goutte, qui disait que oui, son début de cette Pacifique avait été compliqué, mais que là, il essayait de remettre du rythme. Donc voilà, Toute Goutte, le Suisse, toujours là, hein. Moi, ça m'impressionne parce que vraiment, Toute Goutte, je mettais pas un copec sur ce bateau à l'arrivée, hein. Vraiment, hein, je mettais pas un copec, même pas un yen, voilà, qui je pense doit représenter encore moins qu'un copec en termes de valeur. Et il montre qu'il a bien géré son affaire, Oliver Air, et qu'il a été sérieux dans sa préparation. Je rappelle, ancien préparateur, ancien captain boat d'Alex Thompson, Oliver Air. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un peu d'expérience dans la voile. Et puis donc ensuite Antoine Cornic, avec ses chocolats Cyril Lignac. Est-ce qu'il les a tous mangés, ces petits oursons Cyril Lignac, Antoine Cornic? Je n'espère pas, parce que sinon c'est un coup à se faire une crise de foie. Et puis Jin Kun Chu, voilà, juste derrière. Et puis ensuite on retrouve toujours nos duettistes, Cornic, Amédéo, cousin, toujours côte à côte, hein, avec des vitesses similaires. 285 000 d'un côté contre 290 pour Amédéo. Et puis Denise Van Winberg a perdu un petit peu de vitesse, mais qui était content parce qu'il n'était pas très loin de l'Antarctique. Et il y a une station également de recherche du côté de la Belgique. Je ne savais pas qu'il y avait ça aussi du côté de la Belgique. Donc ils ont une station de recherche en Antarctique et d'expédition polaire. Et il nous disait, Denise Van Winberg, dans sa vidéo, qu'il y avait une grande tradition des expéditions polaires en Belgique. Donc voilà, il a pu nous informer sur ça, Denise Van Winberg, dans sa dernière vidéo. Et il continue d'avancer quand même. Il essaie de faire son petit bonhomme de chemin avec D'Ieteren Group. On regarde tout de suite les statistiques sur les 24 dernières heures. Du côté de la course, c'est simple. Le bateau le plus rapide, ça a été Sébastien Simon, devant Charlie Dalin et Johan Richoum. Ces trois bateaux-là se tiennent en 15 000. Ensuite, on retrouve Tanguy le Turquet, Guirec Soudé, Conrad Coleman, du côté des bateaux à dérive droite, qui font donc 4, 5, 6, 7 Paul Meillat, 8 Sébastien Marseille malgré ses problèmes de barre, Tanguy le Turquet malgré son problème de voile, et puis Louis Duc et Giancarlo Pedoté qui complètent ce top 10. L'écart entre Charlie Dalin et Denise Van Winberg a augmenté. Désormais, on est à 8 415 000, c'est-à-dire 15 500 km. Et la distance entre Charlie Dalin et Armel Lecléache pour le record s'est agrandie. 1826 000, ce qui représente 3 383 km. Et ça devrait continuer à grandir dans les heures à venir. Il n'y a plus que 1480 000 à parcourir du côté de Charlie Dalin pour atteindre l'arrivée du côté des Sables d'Olonne. Du côté des ETA, donc des heures d'arrivée, Charlie Dalin, Johan Richoum, c'est 14 heures, 14 janvier, pardon, plutôt 14 heures, sinon ça veut dire que le final est rapide, donc toujours dans 4 jours. On nous indique qu'il y aurait 12 heures d'écart entre les deux, selon pour le moment l'organisation de la course. Sébastien Simon entre le 16 et le 17, entre le 22 et le 24 janvier entre Thomas Ruyant et Nicolas Lunevel, entre le 24 et le 26 entre Benjamin Dutreux et Samantha Davis, Jean Le Cam entre le 27 et le 30 janvier. Voilà pour les estimations de temps d'arrivée. Et je pense qu'on peut considérer que la bagarre pour les bateaux à dérive droite, ça pourrait être vers le 1er 2 février, dans ces eaux-là, pour cette bagarre du côté des bateaux à dérive droite. Donc ils pourront peut-être fêter à Chandler, à terre, du côté de ces concurrents-là. Et pour Violette d'Orange, peut-être plutôt vers le 4-5 février. Mais là encore, il faut attendre un petit peu avant de s'avancer. Et ça nous donnerait peut-être un Denise Van Winberg
vers le 20 février, le 25 février, dans ces eaux-là. Donc plutôt sur la fin février, peut-être pour la fermeture, pour le dernier concurrent, encore en lice pour le moment, de cette épreuve. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le biathlon ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Manette Production. Ciao, ciao!